Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul Flawen, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, la fin de l'année, on dit que la fin de l'année est toujours le moment idéal pour faire un bilan personnel, pour revenir sur l'année passée et préparer la suite. Donc, faire un bilan est toujours bénéfique pour plusieurs raisons. Surtout pour cette année, je dirais, qui a été assez particulière et assez spéciale pour nous tous, j'imagine. Donc, je pense que la phase bilan est d'autant plus nécessaire pour cette année. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir national spécialisé dans la chimie. Je te dis marhaba bik, Ania. Merci de nous faire honneur encore une fois de ta présence. Merci Yasmine. Bonjour à tous les participants présents ici aujourd'hui parmi nous. Oui, tout l'honneur est pour moi, Yasmine, de participer encore une fois à ce webinaire. C'est mon dernier webinaire de 2020, effectivement. Et puis, c'est un plaisir de partager des idées avec les participants comme à chaque fois. Aujourd'hui, la thématique, comme le titre l'indique si bien, donc, soyons directeur général de notre vie, d'accord? Justement, ce titre vous a beaucoup intrigué, j'imagine que c'est le cas aussi pour les participants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Ania? Oui, avec plaisir. Alors, Yasmine, soyez le directeur général de votre vie, c'est-à-dire qu'on va faire une petite orientation, d'accord? J'essaierai d'orienter un petit peu ceux qui seront intéressés, de comprendre quelles sont réellement les grandes missions principales d'un directeur général. Et à partir de là, ça va en découler un autre thème qui est donc le bilan de l'année. Comment faire notre bilan de l'année et surtout, connaissant que cette année était très particulière, faut le dire. Oui, oui. Très, très particulière, peut-être assez, on l'a peut-être perçu assez négativement. Et justement, je t'ai sollicité, Ania, pour aide la thématique, justement, pour essayer, à travers le bilan, de sortir quand même du positif de cette année. Alors, oui, comme je disais, il y a toujours du positif, hein, positiver dans toutes les situations. Au fait, en réalité, beaucoup de personnes se disent oui, moi, je n'ai pas atteint réellement mes objectifs de l'année, je n'ai pas réellement abouti ce que j'avais prévu au début de l'année, etc. En réalité, nous ne réussirons pas dans la vie parce que nous connaissons les principes du succès. Voilà. Mais nous réussirons parce que nous pratiquons les habitudes du succès. En fait, il y a une différence entre pratiquer et connaître. Donc là, il faut mettre en œuvre, il faut mettre en pratique donc ces habitudes-là pour pouvoir réussir. Et un petit problème, je commence par ça, c'est quand on met la main à la pâte, il en restera toujours au doigt. C'est ce que je dis toujours. Donc, il faut toujours tenter, essayer. Au fait, il faut savoir influencer votre savoir-être et votre savoir-faire pour des résultats plus élevés dans la vie professionnelle et dans les affaires aussi. Donc, il faut mettre en valeur nos savoir-faire, notre savoir-faire et notre savoir-être pour pouvoir, au fait, maîtriser les deux situations professionnelles et personnelles notamment. Maintenant, si nous évoquons un petit peu les grandes missions principales d'un directeur général, en fait, certains ici présents vont dire, est-ce qu'on est en train de parler du métier réellement de directeur général? Attention, il ne faut pas perdre le fil conducteur. On va se mettre dans la peau d'un directeur général. Quelles sont les missions? Comment est-ce que cette personne arrive à maîtriser quelques situations? Nous devons juste prendre les bonnes pratiques pour les appliquer dans notre vie quotidienne, en réalité. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. Donc, prendre le rôle beaucoup plus de dirigeant d'un directeur général, justement, pour avoir les best practices, pour les appliquer à notre vie, savoir comment bien diriger, en fait, notre vie. C'est ce que tu veux dire, Ania? Absolument, Yasmine, tout à fait. Yasmine, il y a quelqu'un, Lias Cheridi, qui dit apparemment, j'ai un petit souci de. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Moi, j'arrive à t'entendre parfaitement.
Donc, j'ai demandé justement à Lies d'actualiser sa page pour avoir un son plus clair. Apparemment, on t'entend très bien, Anya. Parfait, très bien. Alors voilà, je disais que parmi les missions principales d'un directeur général, donc, et nous essayons de prendre ces missions-là et les appliquer dans notre vie. Primo, c'est la stratégie. Comme vous savez, élaborer une feuille de route, élaborer un plan des objectifs. La stratégie, c'est l'organisation. Dans la stratégie, il faut savoir organiser, d'accord, nos études et l'environnement concurrentiel. Donc, dans la stratégie, nous devons avoir un plan de travail, une feuille de route et une certaine organisation dans notre vie. Aussi, il faut être focus, d'accord? On reste toujours dans la stratégie. Il faut rester focus sur les délais de réalisation. Et c'est ça l'erreur. Certaines personnes programment de faire quelque chose ou insèrent leurs objectifs dans l'année, mais il n'y a pas de délai inscrit quelque part. Donc, il faut toujours, dans notre stratégie, il faut mentionner les délais, quel est mon délai X de réalisation. Donc, le deuxième point parmi les missions principales d'un directeur général, nous avons la stratégie, 2, la communication. Et la communication est importante. Il y a la communication interne et externe. Dans la communication interne, qu'est-ce qu'il fait le DG? Il essaye de faire participer et surtout, il essaye d'adhérer ses collaborateurs aux décisions locales. Donc, le DG essaye de maintenir une certaine communication en interne avec ses collaborateurs. Donc, nous essayons de travailler plus ou moins notre façon de communiquer en interne et en externe, notamment. Est-ce que le DG, qu'est-ce qu'il fait dans la communication externe? Il essaye d'entrer en contact avec tout ce qui est concurrence, avec les clients. Il essaye d'être dans la presse, notamment. C'est pour la marque d'entreprise, pour faire du marketing notamment. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre communication. Nous devons améliorer notre point de communication interne et externe. Donc, réfléchissez, nous parlons, OK, des missions d'un DG, mais nous devons appliquer ça sur nous, sur notre vie professionnelle et personnelle. Donc, nous essayons d'améliorer la communication pour pouvoir, pour certains candidats, vendre leur candidature, savoir comment s'exprimer face à des recruteurs, savoir pour des commerciaux, par exemple, avoir l'art de la rhétorique pour pouvoir vendre leurs produits, signer plus de contrats avec des marchands, avec des clients. Donc là, parmi les points principaux, les points principaux, j'y arrive d'un DG, c'est la stratégie, c'est la communication interne et externe. Et troisième point, c'est l'orientation. Attention, nous devons avoir une certaine orientation dans notre vie professionnelle et personnelle. Donc, le DG a pour mission de piloter ses missions. Donc, le DG doit piloter ses missions tout en ayant un œil sur les comptes et un œil sur l'horizon. Donc, en réalité, si nous essayons d'appliquer ces trois principes, ces trois points, mission principale d'un DG, nous avons la stratégie, qui est la mise en place de feuille de route et l'organisation. Nous avons la communication interne et externe. Et nous avons le troisième point, la troisième mission, qui est l'orientation. Nous devons avoir une certaine orientation dans notre vie. C'est-à-dire que nous allons parler juste dans quelques secondes sur les bilans, comment mettre en place notre bilan de l'année ou comment évaluer un bilan annuel, d'accord, dans notre vie. Donc, finalement, il faut avoir une certaine orientation et guide. Un DG est comme un guide, au fait. Voilà. Allô? Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Moi, j'arrive à t'entendre parfaitement. Très bien. Est-ce que nos participants arrivent à t'entendre? Oui. Donc, Lamia nous dit oui. Jazia aussi. Super. Parfait. Donc, finalement, je continue. Si on parle d'une mission principale d'un directeur général, il est là comme helicopter view. En fait, il est là pour maîtriser au fait la situation, la stratégie, la communication, les décisions en interne ainsi qu'en externe
Et enfin, c'est l'orientation. D'accord? Donc, nous devons orienter nos objectifs et notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Donc, chaque personne peut être la directrice générale de sa personne, en fait. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Alors jusque-là, non, il y a pas justement de questions. Ania, tu as parlé en fait de communication, justement dans les valeurs principales, enfin des best practices principales d'un directeur général, et tu as parlé de communication interne et externe. Donc là, tu voulais plutôt dire, enfin, quand on applique ça sur la personne, donc communiquer avec soi, bien communiquer avec soi et bien communiquer avec les autres, c'est bien ça. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire, il faut faire une certaine autocritique individuelle avec nous-mêmes. Vers la fin de l'année, je vais dire tout à l'heure à quel moment il faut faire les bilans et l'analyse, mais il faut faire une certaine critique une certaine critique individuelle, d'accord? Autocritique individuelle sur la personne. Qu'est-ce qui ne va pas réellement chez moi en termes de communication? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de communication pour m'approcher plus des gens ou bien pour gagner telle ou telle personne, etc. Quand on parle côté professionnel et personnel notamment, je suis en train de jumeler les deux. D'accord? Donc, effectivement, Yasmine, la communication, c'est un sujet hyper vaste. On pourrait même faire un webinaire spécial communication interne-externe, d'accord? Parce que là, c'est un sujet à part. Mais là, oui, Yasmine? Ah ben, je te prends au mot. On boucle ça alors pour 2021. Avec plaisir. Il y aura un webinaire communication avec nos chers participants, bien entendu. Alors oui, je reprends tes dires, Yasmine. La communication interne et externe est très importante au sein de la famille, dans le monde de notre vie personnelle, ainsi que dans la vie professionnelle. Donc, il faut se remettre en cause, il faut se faire cette critique individuelle et se dire qu'est-ce qu'il faut que j'améliore de mon côté, en fait. Donc, oui, en réalité, pour réussir déjà nos projets, la communication est la base. Et la base dans tout, il faut le dire. Donc oui, un DG qui est hyper communicatif, qui est compréhensif, qui essaye d'aller vraiment vers les autres, et nous avons très bien vu ça dans les webinaires précédents, dans la psychologie des couleurs, Yasmine. Donc la communication est très importante. Et oui, donc nous avons la stratégie, la communication et l'orientation. Donc nous devons travailler sur ça, faire les points. Qu'est-ce qui a eu lieu d'améliorer de mon côté? Comment est-ce qu'un DG fonctionne réellement? Est-ce que je peux appliquer ces missions dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle aussi? Même maintenant, il y a des personnes qui disent, OK, dans ma vie professionnelle, je suis loin pour arriver au poste de DG. Mais au fait, ces missions-là, la stratégie, la communication et l'orientation, nous pouvons les appliquer dans toute position, en fait. Pour cela, Yasmine, ça va en découler un petit sujet qui est le bilan. Et comment faire notre bilan de l'année? Justement, Ania, en parlant de bilan, est-ce qu'on pourrait expliquer justement à nos participants quelle est la définition justement d'un bilan annuel, qui soit personnel ou professionnel, et enfin, quelles sont les étapes pour justement faire son bilan? Très bien. Alors, Yasmine, le bilan annuel est très important. Il y a des personnes qui ne sont pas encore arrivées à ce stade d'effectuer une feuille de route annuelle de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle. Il y a des gens qui disent oui, moi j'ai des plans et des objectifs pour l'année, mais c'est dans la tête uniquement. Rien n'est écrit, rien n'est programmé. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de délai de réalisation. Et il faut vraiment avoir des délais de réalisation et surtout les réviser. Donc, en réalité, j'ai une question pour répondre à ta question, Yasmine. J'ai une question. Voilà. Pourquoi nous n'atteignons pas nos objectifs? En fait, c'est ça la question d'abord qu'il faut se poser. Avant de faire le bilan annuel, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que nous n'atteignons pas nos objectifs, c'est-à-dire durant l'année?
En réalité, si les participants ont un stylo, on peut écrire, hein, Yasmine, on peut prendre note également. Bah, tout simplement, il y a 4 faiblesses. D'accord? Il y a 4 faiblesses dans pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre réellement nos objectifs dans l'année. Le premier point, c'est se fixer des objectifs. Au fait, sans savoir où on est rendu réellement. Il y a beaucoup de personnes qui fixent des objectifs, mais elles n'ont pas, au fait, un but bien précis du pourquoi. Pourquoi je suis en train de fixer ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Donc, quand on fixe un objectif, toujours, il faut savoir, il faut se poser la question, pourquoi je suis en train de fixer cet objectif? Pourquoi est-ce qu'en 2021, j'ai envie de faire ceci et cela? Quel est le but? Toujours, on va parler du pourquoi et le comment. Il y a la méthode de Simon Sinek, on va parler ultérieurement dans d'autres webinaires. Il faut toujours, quand on a des objectifs, il faut toujours poser la première question, pourquoi? C'est pas j'ai envie de faire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire? Deuxième faiblesse, c'est aller directement dans l'objectif. Au fait, il y a des personnes qui fixent des objectifs en réalité, d'accord? Elles sont là, assidues, on écrit des objectifs, il n'y a pas de souci de l'année. Mais il n'y a pas de motivation. La motivation s'effrite facilement, s'effrite de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Donc, en fait, quand on va directement, on met en place un objectif, il faut bien sûr qu'il y ait un suivi. Donc, je ne peux pas dire dans la tête ou écrire quelque part, j'ai envie de réaliser tel ou tel projet sur l'année en cours, l'année prochaine, et sans qu'il y ait un suivi et une étude derrière. Il faut vraiment faire une petite étude. Est-ce que c'est réalisable et combien de temps pourrait-elle prendre? Troisième point, c'est le manque de stratégie. Encore une fois, on a parlé, je reprends les missions du directeur général. En fait, la stratégie, c'est l'orientation. Il faut mettre en place un plan d'action et rester persévérant. Donc, vraiment, une stratégie, c'est mettre en place un plan d'action et suivre son plan, en fait, avec les délais toujours. Donc, le manque de stratégie, c'est-à-dire le manque de stratégie, on doit vraiment travailler sur ça. Moi, je conseille vivement de travailler sur une stratégie avant même d'élaborer un plan annuel. Et puis, ne pas faire l'analyse. Vous savez que pour faire une analyse, il faut un suivi. Donc, c'est-à-dire, on agit sans faire de bilan en réalité. Donc, il y a des personnes qui font un bilan à la fin de l'année. Tiens, voilà, c'est la fin de l'année. Bientôt, c'est le 31/12. Je vais essayer de faire mon bilan annuel pour voir côté professionnel ou côté personnel, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai pu réaliser? En fait, c'est faux. Parce que le bilan ne se fait pas à la fin de l'année et une seule fois. Il se fait mensuellement ou trimestriellement pour qu'il y ait une motivation derrière. Il faut qu'il y ait une motivation. Donc, ça, c'est par rapport aux faiblesses. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre réellement nos objectifs de l'année? Maintenant, ce que j'ai envie d'évoquer, Yasmine, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des bilans annuels? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Que penses-tu, Yasmine? Moi, je pense qu'il est nécessaire justement d'évaluer la période écoulée, justement, pour voir quelles sont les atteintes qu'on a pu avoir de ces objectifs, justement, qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on s'y est pris de la bonne manière? Est-ce qu'on a réussi à atteindre la plupart de ces objectifs? Est-ce que les deadlines qu'on s'est fixés convenaient justement à ces objectifs? Est-ce qu'on s'est donné assez de moyens pour les atteindre? Et donc, je pense que le bilan est nécessaire pour pouvoir prévoir la suite. Ça reste mon avis. Très, très bien. Exactement. Alors, Yasmine, pourquoi est-ce qu'on fait des bilans annuels? Il y a 3 réponses à ça. D'accord? 3 réponses très brèves. 1, il faut savoir où est-ce que nous en sommes. C'est important de savoir où est-ce que nous en sommes et ça résume ce que tu viens de dire, effectivement. C'est important de savoir où est-ce que nous en sommes. On est des êtres humains. On ne peut pas vivre du jour au jour. C'est-à-dire, il faut vraiment fixer des objectifs. Donc là, il faut savoir où est-ce que nous en sommes. Deuxième point, il faut apprendre du passé. Si l'année précédente était mauvaise, si
si nous n'avons pas pu réaliser ce que nous avons mis en place, c'est pas méchant parce que le no, pour information, c'est new opportunity, tout simplement. Il n'y a jamais de négativité. Pour moi, le no, c'est new opportunity. Il faut toujours avoir une autre opportunité pour réaliser ce qui n'a pas pu être réalisé dans le passé. Donc, apprendre du passé et aussi, cela nous motive. Il faut avoir une motivation dans notre vie. On ne peut pas vivre sans avoir des buts bien précis. Donc, il faut toujours un objectif ou deux. Et généralement, la règle principale dit on peut atteindre jusqu'à 8 objectifs dans une année. 8 objectifs. On peut atteindre 8 objectifs dans l'année. Donc, voilà. Les bilans annuels sont importants. Faire le bilan de l'année passée, travailler pour l'année prochaine, c'est très nécessaire. S'il y a des objectifs non atteints l'an dernier, ce n'est pas grave. Il y a une méthode pour pouvoir reprendre. Encore une fois, je dis, le no, c'est une new opportunity. Il faut toujours travailler pour réaliser donc le résultat prochain. Je demande juste aux participants de prendre un stylo parce qu'on va écrire. Je vais leur donner quelle est la méthode, d'accord? Quelle est la méthode pour faire un bilan annuel. Donc, là, je vais jumeler le côté professionnel et le côté personnel. Voilà, il y a quelqu'un qui dit l'influence externe est-elle prise en charge dans la stratégie? C'est qui? C'est Mariam Bouamra. Mariam Bouamra. Oui. Au fait, Mariam Bouamra, juste pour répondre brièvement, Mariam dit l'influence externe inhibitrice est-elle prise en charge? Je ne vois pas bien Yasmine. Elle dit l'influence externe inhibitrice est-elle prise en charge dans la stratégie? Très bien, c'est plus clair maintenant. Est-il pris en charge dans la stratégie? Alors oui, Mariam, tout est pris en charge. Tout est pris en charge dans une stratégie. Une stratégie, d'accord? Dans une stratégie, nous devons mettre en place le côté professionnel et le côté personnel, je l'ai dit. Donc, oui, effectivement, Yasmine, tout est pris en charge dans une stratégie. Mais la stratégie, ça vient toujours en primo. Il faut toujours travailler en primo par rapport à la stratégie, toujours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent en place des objectifs, mais il n'y a pas de stratégie, au fait. D'accord? Il n'y a aucune stratégie. C'est vers la fin qu'ils commencent à se rendre compte que finalement, il n'y a pas eu une feuille de route bien installée. Donc, finalement, oui, pour répondre à la question de Yasmine, effectivement, tout est pris en charge dans une stratégie. Si je demande aux participants, à Yasmine, de prendre juste un stylo et nous allons écrire donc 6 points que nous allons analyser pour faire un bilan annuel. D'accord? Donc, on va faire juste, je ne vais pas afficher un tableau, parce que c'est très simple d'afficher un tableau et de montrer aux gens, mais je veux que ça vienne, en fait, que les gens ressentent que c'est eux qui sont en train d'initier et de rédiger leur propre bilan professionnel et personnel. Alors, si justement, le fait de les écrire, je pense que ça va être un point de départ pour eux. Ils l'auront noté quelque part et donc ça va leur permettre de retrouver justement cette feuille et de commencer ce bilan grâce à toi, Ania. Absolument, Yasmine, tout à fait. Alors, si on prend maintenant pour faire un bilan annuel, d'accord, il y a 6 points principaux. D'accord, 6 points. Là, je mélange entre le professionnel et le personnel et chaque personne va faire son analyse. Son analyse, c'est très important. Alors, premier point, environnement. Il faut écrire environnement, c'est-à-dire travail, maison, d'accord? Environnement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la santé physique et psychologique. Là, on est en train de parler d'un bilan annuel. La santé physique et psychologique. Le troisième point, c'est la vie affective, couple, famille, amis. D'accord? Donc, tout ce qui est vie affective. Le quatrième point, c'est la vie professionnelle et la carrière. Il faut écrire vie professionnelle et carrière. Le cinquième point, c'est la situation financière. Rares sont les personnes qui font des bilans financiers, j'ai envie de dire.
Et le sixième point, c'est les loisirs et les temps libres. Très important. C'est les loisirs et les temps libres. Nous avons le sport, nous avons la lecture. Est-ce que j'ai le temps suffisamment pour lire? Est-ce que j'ai le temps pour faire du sport, pour m'occuper de ma santé, etc. Ce que je demande aux participants, c'est que devant ces 6 points principaux, pour effectuer le bilan annuel, à côté de chacune de ces dimensions, d'accord, à côté de chacune de ces dimensions, il faut écrire tout simplement, mettre de 1 à 10, d'accord, c'est 4 questions. De 1 à 10, il faut mettre 4 questions. La première, bon, l'échelle de 1 à 10, donc 1 c'est bad, c'est mauvais, et 10 c'est réalisé, réalisable, d'accord? Les 4 points sont de 1 à 10. L'importance, donc on va dire, quelle est l'importance de 1 à 10 de cette dimension? Si on prend une de ces dimensions, de ces 6 dimensions que je viens de citer, le premier point, il faut marquer de l'échelle à 1 à 10, quelle est exactement l'importance de cette dimension? Est-ce que c'est important pour moi l'environnement? Est-ce que c'est important pour moi la santé? Est-ce que c'est important pour moi le cocon familial et la vie personnelle? Est-ce que c'est important la carrière? D'accord? Le deuxième point, il faut noter l'application dans la dernière année. L'application, comment est-ce qu'elle était de 1 à 10? Est-ce que c'était une application bad, moyenne, forte? Le troisième point, donc, il faut écrire, il faut noter de l'échelle à 1 à 10, la satisfaction. Est-ce que je suis satisfaite de la réalisation de mon environnement? Est-ce que je suis satisfaite de tout ce qui est santé physique et psychologique? Est-ce que je suis satisfaite de mon bilan financier de l'année dernière? Donc, ça, c'est le troisième point. Et le dernier de l'évaluation, c'est l'analyse. N'oubliez pas que l'analyse est très, très importante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne font pas l'analyse, ils se retrouvent avec des idées très cumulées vers la fin de l'année. Donc, attention, il y a des bilans, d'accord, des analyses mensuelles. Moi, je vous conseille chaque fin du mois, chaque trimestre, si on le souhaite, chaque trimestre, faire un bilan. Où est-ce que j'en suis réellement avec mes objectifs fixés l'an dernier ou fixés début d'année? Où est-ce que j'en suis réellement? Donc, pour l'analyse, si votre… Pardon, il y a juste Younes qui nous demande, est-ce que tu peux répéter le troisième critère d'évaluation? Oui. Le troisième, c'est la satisfaction. Est-ce que de l'échelle de 1 à 10, voilà, le deuxième, alors je répète, nous avons l'importance, d'accord, le 1 c'est l'importance. Est-ce que cette dimension, parmi les 6 dimensions que j'avais citées, sont importantes ou pas? Le deuxième, c'est l'implication. Dans l'implication, c'est-à-dire est-ce que j'ai été impliquée, bien impliquée ou pas? Ça, c'est le deuxième. C'est l'implication dans la dernière année. Est-ce que j'ai pu réaliser, j'ai pu être bien impliquée l'an dernier? Le troisième point, c'est la satisfaction. Est-ce que réellement, je suis satisfaite de ce que j'ai pu réaliser? Le quatrième point et le dernier, c'est l'analyse. Donc, il faut savoir que si votre implication, qui est le troisième point, si votre implication est très faible, donc ici, il faut fixer des objectifs afin d'améliorer et de réaliser pour l'an prochain. Donc, le quatrième point qui est l'analyse, il dépend en fait de la satisfaction. Si on prend les six dimensions que je vous avais citées, on va trouver que finalement, il y a le côté professionnel et le côté personnel. Il faut être rigoureux, il faut être sincère avec nos objectifs. Je connais beaucoup de personnes qui fixent des objectifs dans l'année. Je connais pas mal qui disent oui, voilà, moi, j'ai envie d'apprendre l'anglais cette année. C'est bon, c'est fixé dans ma tête, je vais apprendre une langue étrangère, ou on va dire l'anglais. Pour la plupart des Algériens, c'est l'anglais. Et oui, le début, ils sont là, ils s'inscrivent même dans une école. Et puis après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de motivation. Pourquoi la motivation s'effrite? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'analyse. Si on fait une analyse, eh ben, il y a toujours une motivation derrière. Où est-ce que j'en suis?
Et généralement, si on parle d'analyse, les gens ont peur de faire cette étape-là, la dernière qui est l'analyse, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas réellement atteint ou arrivé à un objectif précis. Donc, finalement, moi, je conseille toute personne, en tant que conseillère, que coach, je conseille toute personne de faire un bilan d'analyse. C'est vrai que ça fait peur un petit peu, hein. Au début, ça fait peur parce qu'on sait qu'on n'est pas arrivé, mais il faut vraiment se motiver. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser l'objectif ou est-ce que je n'ai pas respecté le délai alloué? Est-ce qu'il y a des questions par rapport Yes. Justement, on a une question de Mariam Bouamra qui nous dit lorsque nos objectifs dépendent d'autres intervenants, comment doit-on orienter notre stratégie? Alors là, il faut être plus précise, Mariam, c'est ça? OK, donc c'est-à-dire on dépend d'autres intervenants. Là, je pense qu'elle parle d'objectifs professionnels. Donc, je pense que objectif porte un peu à confusion. On parle d'objectifs professionnels, c'est-à-dire les objectifs qui nous sont, on va dire, imposés pour l'année à venir dans le cadre de notre fonction. Est-ce que c'est en rapport avec le bilan qu'on doit faire et le bilan dont il est question aujourd'hui, ou est-ce que c'est différent? Au fait, en réalité, j'ai compris la question. Hein. Merci Yasmine de la réexpliquer. Merci Yasmine, ainsi que merci pour la question de Mariam qui est pertinente. Oui, en fait, quand on dépend d'une organisation ou des personnes, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile d'appliquer à 100%, c'est-à-dire les objectifs que nous avons fixés. Moi, j'ai envie juste de souligner quelque chose, un truc très important, c'est que chaque employé, chaque collaborateur, chaque salarié, même représentant ou gérant d'une entreprise, a des targets bien précis dans l'année. Nous avons tous des targets. Les targets, c'est quoi? C'est les objectifs que nous devons atteindre, respecter pour atteindre vers la fin de l'année. D'accord? Donc, je ne connais pas l'organisation interne de Mariam Bouamra. Je ne connais pas très bien son organisation interne, mais le seul conseil que je puisse donner, c'est que essayons juste qu'elle essaye de respecter les targets donc qu'on lui a prescrits, qu'on lui a donnés, qu'on lui a confiés au début de l'année. Voilà. Donc, essayons juste de respecter les objectifs. Mariam, essayez de respecter vos objectifs de l'année et essayez de les réaliser. Là, je comprends qu'on parle, d'accord, du côté professionnel et non personnel. Exactement, mais je pense que Annie, à sa question, voulait dire à quel point peut-être les objectifs, ces objectifs professionnels peuvent interférer avec l'atteinte des objectifs personnels. Je pense que c'était réellement sa question. Hein. Mariam, si vous pouvez nous confirmer. Donc, à quel point l'objectif professionnel peut peser et peut influencer la définition ou l'atteinte des objectifs personnels. D'accord. Il faut savoir, on dit qu'il ne faut pas trop, comment dirais-je, malaxer, mélanger entre le professionnel et le personnel. D'accord? Donc, il faut savoir que les objectifs, d'ailleurs, que je viens de citer, les 6 dimensions que je viens de citer, il y a le côté professionnel et il y a le côté personnel. Maintenant, si j'ai bien compris la question de Mariam, il faut être objectif. Hein. Il faut être objectif. Il faut tout simplement respecter. Il ne faut pas que le côté professionnel impacte notre côté personnel, nos objectifs personnels et vice-versa. C'est ça ce que je peux dire. C'est que, voilà, donc je ne sais pas c'est quoi le métier de Mariam exactement, mais quand on a des objectifs dans le domaine professionnel, il ne faut pas que ça impacte notre vie personnelle. Et je connais beaucoup de personnes qui font des objectifs annuels côté professionnel, laissant de côté carrément le côté personnel qui est hyper important. Contrairement, j'ai envie de dire, dans des études américaines, les études américaines valorisent beaucoup plus. Oui, voilà, les études américaines valorisent beaucoup plus le côté personnel, d'accord,
Puis ensuite vient le côté professionnel. On dit family first, health first. On voit beaucoup ça dans leur politique, hein, dans les entreprises. Et puis vient ensuite, donc quand il y a une stabilité personnelle, psychique, psychologique, donc là, on pourra vraiment se donner et appliquer tout ce qui est objectif professionnel. Maintenant, le seul conseil que je puisse donner, c'est qu'il ne faut pas que nos objectifs, quand nous fixons des objectifs professionnels et personnels, il ne faut pas que l'autre l'un impacte sur l'autre. Il faut vraiment faire la part des choses. Très bien, très bien, très bien. C'est clair pour Myriam. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi, Yasmine? Oui, il y a une autre question de Lamia Bouhadid qui nous dit, dans l'analyse, faut-il juste mettre le point sur la réalisation ou pas de l'objectif, ou bien aller plus profondément et faire ressortir le pourquoi de la réussite ou de l'échec, ainsi que la marche à suivre pour arriver à cet objectif? Excellente question, Lamia. Oui. Moi, ce que je conseille dans l'analyse, qui est la partie la plus, il y a Jazia qui dit c'est la partie la plus désagréable, c'est l'analyse. Au fait, oui, parce que ça fait peur, parce que nous savons au fond de nous que l'analyse prend, c'est-à-dire, j'ai envie de dire pour résumer que faire des analyses, c'est s'autocritiquer. C'est ça, en fait, faire une analyse autocritiquée. Et généralement, les gens préfèrent que se jeter des fleurs et dire « je suis arrivé », etc. Pour répondre à la question de Lamia, oui, effectivement, il faut, si c'est possible d'aller au fin fond des choses, oui, il faut le faire. Il faut faire sortir le pourquoi du comment, le pourquoi est-ce que ça n'a pas été atteint, qu'est-ce qui m'avait freiné exactement. Il faut vraiment se poser ces questions, mais surtout les écrire. Est-ce que nous avons une mémoire visuelle, nous les êtres humains? Nous avons une très bonne mémoire visuelle, il faut les écrire. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas été atteint? Et oui, il faut aller dans le fin fond du sujet, hein, de la non-réalisation. Et je conseille que juste après l'analyse, il faut refixer un délai. Il faut refixer un délai de réalisation de cet objectif non atteint. Très bien, très bien. Maintenant c'est moi qui ai justement une petite question. En partant justement du commentaire de Jazia Barti, donc elle nous dit l'analyse est un moment désagréable et pour cause, il n'est jamais plaisant de revenir sur les choses où on a échoué. Donc justement, l'échec fait partie de la vie, mais j'aurais une question en fait. Comment accepter l'échec et comment faire de l'échec une opportunité? Il y avait dans un de mes webinaires, il y avait le plan A et le plan B où j'avais essayé de ne jamais regarder le plan B. Donc, rester focalisé, fixer le plan A. Et il y avait un débat, hein, une discussion sur ça. D'ailleurs, il y avait beaucoup de questions sur ça. Alors, pour répondre à cette question, oui, les échecs, après l'échec, c'est la réussite. Hein. Après l'échec, je viens de le dire, le no, c'est new opportunity. Voilà. J'avais parlé. Voilà, l'échec n'est jamais une faiblesse, d'après Younes. Exactement, Younes. Donc, finalement, pour répondre à cette question, oui, il faut que nous restions maintenus, il faut que nous maintiendrons notre objectif. On a raté quelque chose, c'est juste un premier essai, on réessaye encore. J'avais donné des exemples sur le plan A et le plan B. Restez focalisés sur le plan A. Si nous n'avons pas atteint aujourd'hui le plan A, nous allons l'atteindre demain. Si ce n'est pas atteint demain, nous allons l'atteindre après-demain. Il faut être juste tenace. Et j'avais souligné la ténacité dans tout ce que nous entreprenons. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que nos chers participants ont d'autres questions? Je leur laisse le temps justement de rédiger éventuellement s'ils ont des questions. Maintenant, j'aurais aussi une dernière question, Ania, de mon côté. Est-ce que on reste toujours dans l'échec? Est-ce qu'un objectif où on a échoué peut être justement reconduit pour l'année d'après? Après justement cette analyse, on sait maintenant pourquoi cet objectif a échoué.
Est-ce qu'on peut le reprogrammer pour l'année d'après, mais Absolument, avec Yasmine. une nouvelle méthode justement pour l'atteindre? Absolument, Yasmine. Il faut savoir que les personnes dans le monde, les leaders dans le monde qui ont réussi, c'est après de grands échecs, hein. De grands échecs, il faut le dire, hein. Les grands leaders qui ont réussi, ils sont passés par des périodes très difficiles. Donc, Yasmine, moi, je suis plutôt d'avis de continuer. On a un échec, oui, on n'a pas réussi un objectif, on n'a pas réussi quelque chose. Il faut rester tenace jusqu'à la réalisation de ce projet. Et oui, Yasmine, pour répondre à ta question, ce qui n'a pas été réalisé cette année pourra être reconduit pour l'année prochaine. Bien entendu, et étudier maintenant comment. Et il faut tout simplement le prendre en haute considération, d'accord? Il faut le mettre en primo, il faut faire son analyse, c'est-à-dire, je ne vais pas dire quotidiennement, mais il faut faire le suivi hein, de l'analyse de cet objectif et rester tenace. Beaucoup de personnes, je l'avais dit déjà précédemment, beaucoup de personnes lâchent prise, tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. Eh bien non, moi je dirais il faut continuer, il faut vraiment être tenace et l'inscrire pour l'année prochaine. Et si ça ne marchera pas l'année prochaine, bah, l'année d'après encore. Donc, tout échec doit être réétudié et doit être tenu, tout simplement. Très bien, Ania. Là, j'ai une question de… Oui? Oui, Yasmine, ce que j'ai envie de rajouter, oui? j'ai envie de rajouter, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver et ils ont raté un petit peu le début de ce webinaire, c'est que prenez en considération s'il y a le replay, Yasmine, Oui, prenez en exactement. considération voilà, les missions principales d'un directeur général. Nous avons parlé de la stratégie, nous avons parlé de la communication et nous avons parlé aussi de l'orientation. Donc, la stratégie, la communication et l'orientation, si nous essayons de prendre cela et l'appliquer dans notre vie professionnelle et personnelle, je suis certaine que nous allons réussir. Parce que toute personne doit avoir une certaine orientation dans sa vie. Toute personne doit avoir une bonne communication interne et externe. Toute personne doit commencer avant tout, avant de faire le bilan, par mettre en place une feuille de route, une stratégie avec des délais de réalisation. Chose que les gens ne font pas. Généralement, on écrit nos bilans, on écrit nos objectifs, pardon, mais il n'y a pas de délai à réaliser ensuite. Donc, il faut vraiment mettre en place des délais. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les délais, c'est une source de motivation. D'accord? Il y a quelque chose qui me pousse derrière. J'ai un délai jusqu'à telle date pour pouvoir réaliser ceci ou cela. Donc, revoyez les missions principales d'un directeur général qui a toujours comment dirais-je, helicopter view sur tout ce qui est maîtrise de la situation. Nous devons nous devons réagir de la même façon. Ensuite, j'avais cité, bien entendu, les 6 points principaux pour faire un bilan annuel. Essayez de prendre en considération ces 6 points et évaluez-vous, s'il vous plaît, évaluez-vous selon l'échelle de 1 à 10. Et je reprends la question de la mienne qui était très pertinente. Oui, pour faire une analyse, il faut aller vers le détail, il faut aller vraiment vers le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que ça n'a pas été réalisé. N'ayez pas peur. Donc, c'est ça. Pour réussir, il faut affronter la peur. Et généralement, la plupart, donc l'être humain, c'est comme ça, il se cache derrière la peur, il se cache, voilà, il fait tout pour ne pas affranchir cette zone rouge. Donc oui, je conseille toute personne d'affranchir ce seuil, de franchir le cap et voir vraiment clairement qu'est-ce qui n'allait pas réellement. Ça fait partie de la communication aussi. On avait une question de Lies qui nous dit si par exemple, dans une entreprise familiale, on fait entrave aux objectifs tracés, donc qu'est-ce qu'on fait? Entreprise familiale, c'est ça? Oui. Il y a des objectifs tracés. On parle du côté professionnel, hein, d'accord? Oui. D'accord. Pour la réussite d'une entreprise, si les objectifs sont fixés, bah, il faut tout simplement adhérer. Il faut adhérer.
Maintenant, si un collaborateur ou quelqu'un dans une entreprise familiale qui voit que ça, voilà, il y a un bémol quelque part, moi je conseille de faire des réunions et de revoir la stratégie. Parce que quand on dit stratégie, on dit vision. Il faut être visionnaire. D'accord? Donc, moi, je propose c'est vrai, c'est un petit peu délicat quand il s'agit des entreprises familiales, tout à fait. Et moi, je conseille tout simplement de faire des réunions et étudier la stratégie, revoir la stratégie avec une certaine visibilité. Très bien, Anya. Ensuite, j'ai une autre question de Jazia Barti qui nous dit, est-ce que le bilan est également un moment pour cultiver notre gratitude et notre reconnaissance? Oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Surtout lorsque les objectifs sont atteints. Mais c'est une grande satisfaction. Absolument. Quand nous avons des objectifs, quand on fait des bilans et que nous avons des objectifs atteints, ça ne fera que nous motiver pour faire encore des objectifs davantage, vraiment. Et de plus d'objectifs, réaliser plus de choses et aller vers l'avant et j'ai envie de dire, de grandir. D'accord? Voilà. Donc, moi, je peux dire oui, il faut vraiment faire des bilans. Et oui, c'est une reconnaissance. Il y a des personnes, moi personnellement, ça m'arrive quand je fais des bilans et que je vois des objectifs atteints, il y a vraiment une reconnaissance de soi, il y a une satisfaction, il y a une joie, effectivement. Et quand je vois des objectifs non atteints, bah, tout simplement, je vous pose la question, il faut faire le pour et le contre. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été atteint? Qu'est-ce que j'ai pu rater pour ne pas atteindre cet objectif? Très bien, très bien. Écoute, merci infiniment, Anya, pour tous ces éclaircissements, pour toutes ces méthodes que tu nous as données justement pour bien faire notre bilan. Je remercie également nos participants de nous avoir rejoints. Merci à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début de cette aventure webinar. Anya, je te laisse le mot de la fin. C'est ton dernier webinar de l'année, mais il y en aura beaucoup d'autres, j'espère, pour 2021. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci Yasmine pour cette excellente rubrique. Merci à tous les participants. J'ai envie juste de rajouter un détail. Soyez directeur général de votre vie. Vraiment, faites vos bilans. Devenez votre meilleure version de vous-même. À prendre le contrôle de votre être, de votre temps, de vos actions et par ricochet de vos résultats. Ce que j'ai envie de vous rajouter, en fait, de vous dire, c'est la fin de l'année, c'est la fin 2020. Nous avons tous passé ensemble cette année mondialement très critique, et on le sait. Mais essayez d'être, au fait, ce que le conseil que j'ai envie de vous donner, essayez d'être le joueur et non pas le ballon. Réfléchissez. Il faut être vraiment le joueur et non le ballon. Donc, menez les actions par excellence et essayez de discuter avec votre personne et d'écrire tous les jours. Tous les jours, il faut écrire vos objectifs et essayer de maintenir nos objectifs jusqu'au bout. J'ai envie de souhaiter une excellente année nouvelle à toute l'équipe d'Emploitique et à tous les participants présents aujourd'hui. J'ai envie de vous dire aussi merci de prendre en considération tous les conseils et tous les conseils, bien sûr, partagés dans les webinaires d'Emploitique Carrière. Et j'espère vous retrouver en 2021 avec d'autres thématiques et d'autres sujets. Merci à tous. Inch'Allah. À mon tour de te souhaiter une très, très bonne année que j'espère remplie de réussite et remplie de positivité, de belles choses, Inch'Allah, pour toi, pour toute ta famille, ainsi que pour toute l'équipe de l'entreprise où tu travailles actuellement. Merci encore une fois, Anya, pour ta disponibilité et pour cette bouffée d'ondes positives que tu nous apportes. Je dis à nos participants que le dernier webinaire de 2020 aura lieu aujourd'hui même à 14h.
Donc, ça parlera de la communication interpersonnelle et de comment convaincre justement en maîtrisant cet art. Donc, je vous invite à y participer. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. À tout de suite pour ceux qui nous rejoindront tout de suite après. Voilà. Merci beaucoup et Merci, à très Yasmine. bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.